En ce jour 1073 de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des attaques de drones russes ont eu lieu cette nuit dans la région en Ukraine de Kharkiv, de Zaporizhzhia, de Poltava. Poltava, c'est quand même très loin du front, mais aussi d'Odessa. Quant à l'Ukraine, elle est devenue maîtresse en l'art du maniement du drone. Eh bien, elle a déployer un engin volant, drone, d'une portée de 2000 km, capable d'abriter une bombe de 250 kg. Regardez cette photographie. Alors là, il a écrit en russe « pour Mykolaïev ». Je crois que c'est tout à fait classique. Général, vous ne me contredirez pas, les militaires écrivent souvent sur les projectiles qu'ils envoient des messages. Voilà, et ça s'est fait sur la bombe atomique, ça se fait sur la Deuxième Guerre mondiale, t'as le bonjour d'Alfred, etc., bombe de je sais pas quoi. Oui, effectivement, là, c'est tout à fait classique. Ça s'est toujours fait dans toutes les guerres. Bon, alors moi, je voudrais quand même savoir, Xavier Titelman, de quoi s'agit-il exactement, ce drone dont on nous dit qu'il peut aller jusqu'à 2000 km. Est-ce que ça peut changer les choses sur le terrain? Est-ce que ça peut modifier le champ de bataille ou... Est-ce que c'est vraiment une prouesse? Oui, voilà. Est-ce que c'est une prouesse? Non. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la difficulté, c'est que les Ukrainiens avaient des drones de petite taille, dont certains ont dépassé les 2000 km. Et je connais des gens qui développent un 3000 km. Mais c'est des charges utiles de 40 kg. 40 kg, ça veut dire que vous pouvez taper des raffineries, des environnements extérieurs qui sont relativement peu protégés, des dépôts de munitions qui seraient à l'extérieur, comme les Russes le font, parce que tout n'est pas dans des bunkers. Là, quand on a un drone qui va à 250 kg de charge utile, c'est absolument colossal. Là, vous tapez des centres de commandement, vous tapez des bunkers enterrés avec une efficacité qui est très importante. Est-ce que c'est avec ça qu'on a tapé justement récemment des raffineries, des dépôts pétroliers? Il n'est pas nécessaire d'avoir des équipements de ce poids-là. La cible qui a été choisie, c'est la connexion du gazoduc qui est tout à fait au nord, qui était plus au nord que Moscou. Oustluga, c'est le port de Saint-Pétersbourg, c'est ça, effectivement, qui est ciblé de façon fréquente. Mais là, du coup, c'était le pipeline enterré qui aurait été visé et qu'ils ont réussi à endommager en partie. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à obtenir ça? C'est qu'ils prennent des petits avions. L'Ukraine, avec son histoire aéronautique, fait des petits avions, fait des ULM. Ils ont déjà transformé des ULM pour en faire des versions explosives, mais pas avec une charge utile aussi importante. C'est avec ça qu'ils avaient tapé l'usine de Shahed il y a un an à 1200 km. Ce qui change, vous dites, c'est pas nécessairement la distance, mais c'est surtout la charge que cet engin peut avoir avec lui. Exactement. Alors moi, ce qui m'étonne par contre, c'est que ce soit à l'extérieur. On met la bombe visible à l'extérieur. Cette fameuse bombe de 250 kg. Ça veut dire qu'un radar qui fonctionnerait doit avoir une masse métallique aussi grosse qu'est dans le ciel. Donc ça, vous pensez que c'est une erreur? Et ça, moi, je comprends toujours pas l'inefficacité de la défense aérienne russe qui devrait être capable de voir des gros engins comme ça. Il y a aussi un autre drone qu'on aimerait vous montrer. Alors cette fois, c'est du côté russe. Ah oui, toute autre ambiance, Guillaume. Exactement. Si vous avez les meubles suédois à monter en kit, vous allez être servi parce que vous allez adorer confectionner un drone. Humour. Regardez, ce petit drone, il est arrivé dans une mallette, une petite valisette, vous voyez, qu'on voit ici. Un drone assez facile à porter. 2 personnes, peut-être même une seule pour la porter. On déplie, on branche tout ça et hop, voilà, ça donne ce petit drone qui est là, drone d'attaque, donc petit, qui permet d'aller jusqu'où? Quelle charge peut-il porter lui? Est-ce que ce genre d'appareil, c'est vraiment intéressant, Xavier Titelman? Alors ça, c'est plutôt des drones d'observation. Donc a priori, là, je vois pas d'armes. D'accord. Redites-nous, il y a 3 différents types de drones majeurs. Globalement, observation. Il y a le drone kamikaze, le drone bombardier et le drone qui va faire du renseignement. Très bien expliqué avec les mains également. Capter des images. On est à la télévision, Guillaume, c'est important. Voilà. Que ce soit capter des images, capter des signaux électromagnétiques, capter qu'un radar est en fonctionnement, que des téléphones portables, un attroupement de téléphones portables qui seraient au même endroit, tout ça, c'est des signaux qui peuvent être captés. Donc là, c'est exactement ce qu'on a dans les deux camps, parce que ça, c'est un système qui n'est pas spécialement innovant. L'intérêt, c'est que ça coûte pas cher. C'est qu'on est à quelques dizaines de milliers d'euros, parce qu'ils savent qu'ils ont une perte qui est très importante. L'équivalent qu'on aurait en France, par exemple, ce serait les drones Thales comme le Spy Ranger. On est plutôt dans une gamme autour du petit million d'euros. Donc, on a du mal à les mettre en danger puisqu'on a peur de les perdre, puisqu'ils coûtent cher. Tandis que ça, les Russes, juste pour ce qui est prouvé, pour les collisions volontairement provoquées par les Ukrainiens qui envoient leurs drones kamikazes sur ces drones-là, il y a plus de 900 pertes prouvées par des collisions volontaires de la part des Ukrainiens. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire des trucs de moins en moins chers, de plus en plus faciles à déployer, parce qu'ils savent que ça durée de vie. Bon, d'accord. Plus longtemps cette guerre va durer, pardon, je vais dire peut-être quelque chose de choquant, et plus on va s'améliorer des deux côtés en drone, quoi. C'est devenu véritablement l'unique équipement qui fonctionne. Il n'y a que 4 pays qui ont la capacité de produire ça. La Chine,
l'Iran et la Corée du Nord dans une moindre mesure, la Russie et l'Ukraine. Produit des drones. Alors qu'on nous disait que les pauvres soldats de Nord-Corée n'étaient pas capables de faire face aux drones et que du coup ils ont quitté, le front. Ils sont en train d'apprendre à le produire, mais ils savent pas s'en défendre. D'ailleurs, nous non plus, on sait pas comment se défendre contre des drones. Les soldats ukrainiens formés en France, on leur a pas dit comment éviter les drones, on leur a pas dit comment éviter les munitions incendiaires, parce que nous, on sait pas faire puisqu'on n'a jamais été confronté à ça. On l'apprend en situation, si je comprends. Mais donc, la réalité, c'est qu'il n'y a qu'un seul pays dans notre bloc qui a la capacité de production massive et de qualité, c'est les Ukrainiens aujourd'hui. Au rythme actuel, ils produisent 4 millions de drones sur l'année et on sait qu'ils vont augmenter en puissance. Ils ont fait 1,8 million de drones l'année dernière et au rythme qu'ils avaient en décembre 2024, ils produiront 4 millions de drones cette année. Mais il me semble que les Russes en produisent quasiment autant aujourd'hui. Ils rattrapent très fortement. Il y avait véritablement une course aux drones. Des deux côtés. Des deux côtés. Et les Russes qui avaient un très très gros retard ont quand même rattrapé le retard, il faut le dire. Ils sont très efficaces. Donc le Lancet, qui est quand même aussi un drone kamikaze, a fait beaucoup de mal aux Ukrainiens, malheureusement. C'était le premier vrai drone kamikaze de grande taille, mais il a une portée de 50 km, tandis que là on parle plutôt de système à 3-5 km. Et les Ukrainiens avaient le Warmate polonais, ils ont eu des équivalents effectivement, mais les Russes étaient très bons au début dans ce domaine. Puisqu'on se parle justement de drones, et notamment de drones ukrainiens, il y a les fameux drones à fibre optique. On vous en a parlé d'ailleurs sur ce plateau. Marianne Kotenov, notre envoyée spéciale à Pavlograd en Ukraine. Justement, Marianne, vous êtes allée au contact de ceux qui manient ces drones fibre optique. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement sur le terrain ? Le drone à fibre optique a l'énorme avantage qu'il ne peut pas être brouillé. Et donc, les Ukrainiens qui l'utilisent ne perdent pas le signal. Et c'est notamment intéressant pour des cibles comme des véhicules blindés qui non seulement ont un blindage physique, mais en plus sont équipés de brouilleurs. Et donc, les FPV simples perdent le signal, perdent la connexion et donc on n'a plus la cible. Avec le drone à fibre optique, ça ne peut pas arriver. Et puis, nous étions présents quand il y a eu cet exemple très précis. Les Ukrainiens, en fait, soupçonnaient des Russes de se cacher dans un hangar, dans tout un agglomérat d'hangars. Ils ne savaient pas où ils étaient, ils pensaient qu'il y en avait, il fallait reconnaître le terrain. Eh bien, avec le fibre optique, on arrive à repérer le terrain parce qu'ils ont pu entrer à l'intérieur des hangars, ils ont pu, malgré les murs épais, avoir une image très nette et voir que, là, pour le coup, il n'y avait pas de Russes stationnés là. Donc voilà les avantages du drone à fibre optique. L'inconvénient, c'est que, bien sûr, il est beaucoup plus cher et on l'a vu là dans la séquence, notamment avec ces hangars et qui pouvait servir d'abri aux Russes, le drone a explosé et donc ils ont perdu ce drone-là, ils n'ont pas pu le ramener. Donc effectivement, c'est une grosse perte à chaque fois. Donc on ne l'utilise qu'avec parcimonie pour des cibles bien précises et des missions bien précises.